Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter en fait mon plan anti-crise, mon plan d'investissement, puisque voilà, on sait tous que les taux du crédit immobilier augmentent, on se fait frapper par l'inflation, tout ça a lieu sous fond de guerre en Ukraine, de post-Covid, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se passent et forcément dans ces périodes-là, eh bien l'investisseur doit revoir son plan d'investissement pour voir si ce qu'il a fait dans le passé est cohérent avec ce qui est en train de se passer et prévoir l'avenir. Donc moi ça a été, on va dire, mon boulot de tout le mois d'août 2023. Donc là on est début septembre 2023, je viens de passer, j'ai repris le boulot en même temps que les enfants sont rentrés à l'école. Donc j'ai eu 2-3 jours pour me poser tranquillement et voilà, remettre à jour quelques tableaux, réfléchir. Et c'est ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Donc tu vas voir, on va évoquer plein de sujets, notamment voilà, sur la tendance économique. Ça va être très riche et tu vas pouvoir, je vais amener de la réflexion à ton moulin pour pouvoir te diversifier et investir correctement dans les années à venir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste prendre 2-3 minutes pour me présenter. Je m'appelle Julien Bédoué, je vais sur mes 39 ans, je suis propriétaire de plus de 250 garages, je les ai acquis les 12 dernières années, donc j'ai commencé en 2012 par un petit lot de 4 garages, ensuite j'en ai acheté 50, j'ai passé la barre des 100, une fois que j'étais à la barre des 100, j'ai galéré un petit peu, je suis passé par contre directement au-dessus des 230 et puis au fil de l'eau, les dernières années, j'ai acheté quelques dizaines de garages supplémentaires. C'est extrêmement rentable, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo, on y reviendra. J'ai pas donné beaucoup de nouvelles l'année dernière en fait, grosso modo toute l'année 2022 et 2023 j'étais absent de YouTube, des réseaux sociaux, j'ai pas publié beaucoup de contenu. La raison elle est assez simple, c'est que comme beaucoup de personnes en fait j'ai été frappé par l'éco-anxiété. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est en fait une inquiétude, une anxiété, une peur du dérèglement climatique, d'accord. Et c'est quelque chose qui est assez profond. Moi ça m'a dévasté pendant 2 ans, grosso modo les 2 dernières années, j'ai mes pensées tournées en boucle autour de ça, etc. Ça m'a pris un petit moment pour me libérer de ça. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie en fonction de cette peur-là les 2 dernières années, donc forcément il y a des choses dont je suis en train de me séparer parce que je me suis rendu compte que dicter mes choix par ma peur, c'était pas forcément la bonne solution. Et donc je m'excuse auprès de tous les internautes qui ont pu me contacter, qui regardent les vidéos, les articles et qui ont vu que je publiais pas autant que les années passées. C'est tout simplement que mon esprit était préoccupé ailleurs. Voilà, heureusement que j'avais mon parc immobilier, j'ai continué à le faire tourner, etc. J'ai continué aussi à suivre les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont investi dans les formations que je peux dispenser sur mes sites internet. Et donc je vous remercie chaleureusement de votre confiance et puis de m'avoir soutenu aussi dans cette passe difficile, même si c'est la première fois que je le partage publiquement. Alors ceci dit, je partage aujourd'hui mon plan d'investissement pour les années à venir avec toi parce que effectivement il y a des choses qui sont en train de se passer et notamment le gros changement, c'est le retour de l'inflation. C'est-à-dire que grosso modo, quand j'ai commencé à investir en 2012-2013, le taux d'emprunt que j'avais eu, alors que j'étais au chômage, c'était vraiment la galère, etc. Donc j'avais pas un bon profil, donc j'avais pas les meilleurs taux, mais on était à 3,25 sur 15 ans. Aujourd'hui, on est revenu à ces niveaux-là. Sauf que pour les plus jeunes d'entre nous qui ont commencé il y a 7, 8 ans, en fait, ils se sont habitués à avoir de l'argent pas cher. C'est-à-dire qu'on avait des taux, ça tournait en 2%, 1% des taux d'emprunt. Et donc, on a vu en fait, face à ça, des prix de l'immobilier qui se sont envolés et des rendements qui ont chuté. Alors, pour bien comprendre déjà, avant de parler du plan d'investissement, cette relation-là entre les taux d'emprunt et les prix de l'immobilier. Pour moi, les prix de l'immobilier sont stables, d'accord, quand on achète à crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu donnes de l'argent au vendeur, soit tu donnes de l'argent à ta banque. Okay, et en proportions qui peuvent varier. Si ta banque elle te dit voilà, moi je baisse mes taux parce que effectivement l'argent c'est pas cher, il n'y a pas d'inflation, donc forcément j'ai pas de raison de la combattre, parce que c'est la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de combattre l'inflation, qu'elle soit autour de 2%. Eux, ils avaient le problème inverse, c'est qu'ils n'en avaient pas assez. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle du quantitative easing et d'autres subterfuges pour essayer de redoper l'inflation. Ça s'est pas passé comme prévu, il y a eu le Covid et là on repart sur une période d'inflation assez forte, mais beaucoup plus que la cible des 2%. Donc pour combattre ça, ils augmentent les taux d'intérêt. Donc dans cette période-là, 2022-2023, on a des retours dans l'inflation, on a des taux qui augmentent. Donc la banque, tu comprends bien que si elle veut te donner de l'argent, elle dit moi la facture pour vous prêter c'est tant, mais c'est 2, 3, 4 fois plus que les années précédentes.
Donc forcément, cet argent que tu donnes à la banque, bah, c'est du pouvoir d'achat en moins. Donc tu ne peux pas le donner au propriétaire. Et mécaniquement, à budget égal, il va falloir que les prix immobiliers baissent. Donc pour moi, on est au retournement du marché. C'est peut-être que le début, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, mais tant que les taux d'intérêt seront hauts, on va être obligé de voir des des prix de l'immobilier qui vont baisser. Donc ça va être valable sur les logements, sur les garages, sur les commerces, c'est valable partout. Et ça commence déjà à transparaître, notamment sur les SCPI, puisque ce sont les sociétés civiles de placement immobilière. Amundi, qui est un des plus gros gestionnaires d'actifs français, a annoncé sur ces 3 plus grosses SCPI des revalos de la part à moins 12, moins 14 et moins 17. D'accord ? Tu as regardé, hein, c'est sur les sites internet différents de la presse économique, donc c'est pas un mystère. Ça veut dire que ça commence déjà à baisser. Et puis on voit bien que les ventes au volume, on est passé sur des années où on vendait plus d'1 million de biens immobiliers, des fois 1,1 million ou 1,050 000 ventes par an. Et là, on est repassé, on est autour de la barre des 900 000. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse en volume. Elle ne se traduit pas encore en baisse de prix parce que, effectivement, les vendeurs, eux, s'ils ne sont pas pressés, ils n'ajustent pas forcément ces prix de vente et leurs prix de vente. Et puis, de toute façon, eux, on leur a vendu que les 3 dernières années, les prix avaient explosé. Donc, forcément, pour eux, et ça les embête de baisser leurs prix. Donc, ça, c'est le rapport entre les prix de l'argent et les prix de l'immobilier. Le prix de l'argent. Quand, avec le Covid, on a donné des aides à tout le monde, on a imprimé des billets directement pour subventionner les États, pour financer les vaccins, les entreprises, etc., pour pas que l'économie se crache, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé énormément d'euros. Mais on n'est pas les seuls à avoir créé de l'euro, hein. Il y a aussi les Américains, enfin, tous les pays, grosso modo, ont créé plus de monnaie pour pouvoir subvenir face à cette crise-là. Ce qui s'est passé, c'est que moi, si je suis assis sur un tas de pétrole, un tas de nourriture, peu importe, une matière première, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui se passe? Je sais que l'Europe, les États-Unis, les gros pays, ils ont multiplié par X leur masse monétaire, c'est-à-dire qu'ils ont créé énormément de monnaie à partir de rien, basé sur aucune valeur, hein. Moi, si je suis assis sur un champ de pétrole ou de nourriture, est-ce que tu penses que je vais demander le même prix en euros pour vendre avant le Covid qu'après le Covid? Bah non, forcément, je vais réajuster mes prix parce que je sais que les euros, il y en a 2 fois plus qu'avant, admettons. Alors c'est pas vrai, mais si c'est cette proportion-là, je vais doubler mes prix parce que forcément, moi, ma valeur de ma matière, c'est exactement la même. Sauf que l'euro, vu qu'on en a créé à partir de rien, forcément, ça va se casser la figure. Donc là, on est dans cette phase-là. Un des meilleurs investissements que j'ai fait les dernières années, ça a été un tracker sur les matières premières. C'est-à-dire que c'est un produit financier que tu achètes et qui répercute le prix des matières premières. Ça a fait plus 85% en quelques dizaines de mois. D'accord, donc 85%, c'est même monté à plus de... donc c'est quasiment x2. Hein. Donc tu imagines la hausse que ça a pris. Et ça, c'est juste sur les matières premières. Et après, on s'étonne que c'est répercuté sur le prix de notre course, de notre énergie, de notre chauffage, de l'électricité, etc. Donc il faut bien prendre en compte que cette chose-là, elle va bousculer ton plan d'investissement dans les années à venir, comme il a bousculé le mien. Parce que face à ça, moi, ça fait 1 an que je suis en train de réfléchir, de tourner, etc. Et je le partage aujourd'hui. Il est plus teinté de l'éco-anxiété, parce que je vais te raconter des choix que j'ai pu faire d'investissement d'éco-anxiété, qui ne sont pas forcément judicieux. Okay, mais on va y revenir. Donc l'inflation, pour combien de temps elle est là? On n'en sait rien. Moi, je parie que ça va durer quelques années, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal et ça n'engage que moi et ne te passe pas forcément sur mon avis. Fais-toi ta propre opinion et ajuste le plan d'investissement que je vais te donner par rapport à ce que toi, tu prévois et tu sens au niveau des années à venir. Alors, on va se passer un petit tour des 4 grands actifs immobiliers dans lesquels tu peux investir. On a l'argent liquide, on a les dettes, d'accord, les dettes d'État, les dettes d'entreprise, on a les actions, donc les parts, des petites parts, des bouts d'entreprise, et on a l'immobilier. On va commencer par le cash. Le cash, forcément, il est très mis à mal en ce moment par l'inflation. Puisque si on a une inflation de 6 à 7%, que le livret A, par exemple, il est rémunéré à 3,5, et en fait, tous les ans, tu perds en pouvoir d'achat de 3,5. Okay, tu t'en rends pas compte parce que la masse des euros sur ton livret A augmente, mais en réalité, tu as moins de pouvoir d'achat. Donc quand tu voudras acheter, je sais pas moi, des saucisses, des œufs ou des pâtes, forcément, tu en auras moins
pour tes euros. Donc aujourd'hui, le cash, comme ils font à vue d'œil, eh bien, j'ai envie de te dire, il faut s'en débarrasser, ou en tout cas le convertir dans d'autres choses. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai acheté en juillet 2022 ma résidence principale. Donc là, on est sur une partie de mon jardin. On continuera dans les autres vidéos à faire un petit tour. Mais grosso modo, j'ai investi énormément de mes liquidités dans ma résidence principale parce que je savais que l'inflation allait venir et je voulais pas en fait avoir voilà, autant d'argent sur mon compte en banque. Je préfère que ce soit dans ma résidence principale. Et je parie que l'immobilier se dégradera moins vite que mon cash à la banque. Mais ça encore, ça n'engage que moi. Donc face à ça, on fait attention. Parce que effectivement, si tu comptes sur les livrets A, les livrets de développement durable, les CEL, les PEL et les machins pour gagner de l'argent, en fait, tu te trompes lourdement puisque avec l'inflation, tu vas tout simplement voir ton pouvoir d'achat diminuer d'année en année. Donc face à ça, on va se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'investirais pas dans quelque chose qui est considéré comme très sécurisé, c'est-à-dire de la dette d'État. Grosso modo, la dette d'État européen, la dette d'État américain, voilà, tu peux investir dans différents supports. Aujourd'hui, ce que les assureurs, les banques te proposent le plus, ce sont des obligations d'État européens. Donc, tu achètes un package avec un petit peu de dette de tous les pays et c'est pondéré en fonction de la puissance économique du pays. Donc, tu achètes beaucoup de dettes allemandes, beaucoup de dettes françaises, et puis un petit peu de dette italienne, un petit peu d'espagnol, et puis très peu de Grèce, très peu d'Irlande. Enfin, voilà, c'est pondéré comme ça. Les années précédentes, ça rapportait pas grand-chose. On était rendu sur des taux à 1%. Là, ça va augmenter parce que forcément, les États sur les marchés, ils achètent la dette à beaucoup plus de 3%. Sauf que il y a un effet de décalage. Donc, ça va augmenter tranquillement. Mais dans tous les cas, on est loin de couvrir l'inflation. On peut se poser aussi raisonnablement la dette des États. Est-ce que les États sont toujours solvables? Est-ce qu'ils rembourseront toujours leurs dettes? Ça, bon, moi je suis pas si confiant que ça. Il y a des États qui ont déjà fait faillite, notamment la France. Je crois qu'il y a eu 7 faillites en France. Bref, là, vu qu'on a fait énormément de dettes pendant le Covid, bon, on peut se poser la question. En tout cas, moi, j'ai encore un petit peu d'obligations, mais ça se résume à quelques milliers d'euros parce que voilà, c'est une assurance vie que je ne veux pas fermer. Je la garde pour notamment l'ancienneté et l'enveloppe fiscale. Mais grosso modo, voilà, moi, j'investis pas là-dedans. C'est pareil, j'ai soldé mon assurance vie. J'en avais 2, j'en ai soldé une pour la mettre dans la maison. Beaucoup plus sécurisée. Par contre, les dernières années, et notamment à partir du Covid, tiens, je suis désolé pour le petit son d'hélicoptère, j'ai beaucoup investi, diversifié en bourse. Alors quand je dis beaucoup, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. On n'est pas sur les montants du tout que j'ai investi dans l'immobilier, mais c'est une diversification. Grosso modo, on va voir en pourcentage ce que ça donne dans mon patrimoine. Je te donnerai les vrais chiffres de répartition pour que tu puisses te donner, que tu puisses vraiment te rendre compte de ma stratégie. Mais voilà, quelques dizaines de milliers d'euros. J'en ai gagné en plus-value. Je ne touche pas aux dividendes, mais voilà, il y en a. Le tracker, le meilleur truc, c'était 85% de plus-value. J'ai investi sur les actions européennes, j'ai fait 36% de plus-value. Enfin voilà. Bon, après, c'est pas encaissé, donc ça ne veut rien dire, mais grosso modo, ça marche plutôt bien, puisque forcément, j'ai investi dans le Covid et après, donc j'étais déjà à un point plus bas. Aujourd'hui, on est au plus haut. Donc, on peut se poser la question raisonnablement, est-ce que ça va rester au plus haut ou pas? Si, en général, ce qui se passe, c'est qu'en cas de crise économique qui peut venir de l'inflation ou la crise de la dette, enfin bon, ça peut venir de n'importe où, ou de l'immobilier, ça peut venir de n'importe où, une crise économique, et on ne les voit pas arriver. Il n'y a que ceux qui l'ont prédit qui disent après, oui, mais regardez, je vous l'avais dit, mais bon, à côté de ça, ils ont dit tout un tas de trucs dont il faut mieux pas se souvenir parce que voilà, personne n'a de boule de cristal. Mais ce qui se passe en général, c'est que s'il y a une crise économique, on prévoit des profits moins importants pour les actions, et donc forcément, les actionnaires et les valorisations des entreprises vont baisser. Face à ça, les investisseurs, ils se disent « Oh là là, ça sent pas bon, on va se reporter sur des choses un peu plus sécurisées. » Et notamment, ils vont vers des obligations et du cash. D'accord ? Donc, grosso modo, ils vont aller acheter des dettes de très grosses entreprises, des dettes d'État, et ils vont réduire un petit peu leur part d'action, donc ils vont plutôt vendre, ce qui va avoir tendance à faire baisser les cours du marché. Donc c'est pour ça que je reste très prudent sur les actions. Je dis pas qu'il faut pas y aller, je dis pas qu'il faut... enfin voilà, c'est une diversification. Pour moi, je suis tellement exposé en immobilier que je suis obligé en fait d'aller sur ce type d'actifs-là parce que il faut une certaine diversification dans mon patrimoine. Alors en termes d'investissement boursier, juste pour te raconter un petit peu ce que je fais, moi j'investis pas dans des actions en particulier, j'investis dans des indices.
d'accord? C'est-à-dire que j'ai investi sur un indice monde, un indice européen, un indice américain et un indice voilà, des pays en voie de développement. Et puis aussi de la matière première. Donc grosso modo, je varie, j'ai calculé une allocation qui m'allait bien en fait, qui était un petit peu différente de si j'avais juste l'indice monde, et j'investis de manière régulière, voilà, je sais plus, c'est tous les 3 mois, j'investis le même montant. Donc quand c'est très haut, j'en achète moins, et quand c'est très bas, j'en achète plus, d'accord? Donc j'ai une espèce de moyenne pondérée, c'est une technique d'investissement voilà, qui moi me plaît bien. Moi je vais pas me poser de questions, je regarde pas je suis pas allé marcher tous les jours, je regarde au trimestre et puis terminé quoi. Comme ça c'est quelque chose d'assez passif, c'est assez tranquille et moi ça me va bien. Je le fais aussi en bourse parce que il y a aussi des intérêts fiscaux. On a les assurances vie, on a les plans épargne retraite, on a les PEA et ça bah, finalement ce sont des petites enveloppes, mais pour moi ça me va bien parce qu'on sait qu'en France la fiscalité ça fonctionne par seuil et donc bah, il faut mieux avoir un petit peu de tout et de rester sous les seuils, comme ça en fait ça nivelle un petit peu la fiscalité et puis ça permet de gagner de l'argent sans payer trop d'impôts, donc ça c'est aussi c'est assez intéressant. Je me suis aussi amusé à regarder quel était le taux de distribution de dividendes des indices dans lesquels j'ai investi et donc sur 10 ans entre 2010 et 2020. Au final, en moyenne, les actions, par exemple en bleu, on a tout ce qui est l'indice World et Emerging Market, donc les marchés émergents. Ça a distribué de 2013 à 2018 à peu près 2% de dividendes par an, donc c'est vraiment pas énorme en termes de rendement, c'est-à-dire que si tu investis 100, ils vont te donner 2 euros. Le S&P 500, donc les actions américaines, eh bien c'est en dessous, on est plutôt en moyenne voilà, à 1,80. Ce qui rémunérait bien, par contre, c'était les actions européennes à hauteur de 3%, avec une grosse chute à partir de 2020. Donc on voit que voilà, 3% même c'est pas énorme, hein. C'est-à-dire que si tu investis 100 euros et que tu comptes vivre juste sur les dividendes et de laisser le capital fructifier, eh bien, on voit bien que c'est pas comme ça que tu vas t'enrichir. La bourse, voilà, il faut aussi, voilà, c'est une question de prix de la valeur, prise de valeur, plus que de distribution de dividendes, puisque on voit que la distribution de dividendes, ça n'a rien à envier au rendement de l'immobilier. Donc grosso modo voilà un petit peu, donc moi pour moi c'est pas une stratégie d'enrichissement, c'est vraiment une stratégie de protection, c'est de la diversification par rapport à l'immobilier que j'ai en stock. Alors en termes d'immobilier, puisqu'on en vient maintenant, j'ai acheté ma résidence principale au plus haut des prix immobiliers, d'accord? J'habite à Angers, j'ai acheté au sud d'Angers, dans la première couronne, hein, donc il y a encore les bus, tous les services, etc. Mais j'ai acheté à 3400 € le mètre carré. Quand il y a 7 ans, ça en valait que 2000. D'accord? Donc ça veut dire que ça a pris, dans la commune où j'habite, c'est passé de 2000 à 3400 le mètre carré habitable. Alors sur des maisons, il y a des terrains, etc. en 7 ans. Donc tu te dis, bah attention Julien, tu as peut-être fait n'importe quoi. Effectivement, j'ai peut-être fait n'importe quoi, je sais pas. Mais pour autant, les prix auraient pu continuer à augmenter, ils n'étaient pas forcés de baisser. La maison, elle nous plaisait, on avait besoin de se loger. Voilà, donc on a fait ce choix-là. Par contre, effectivement, un des premiers conseils que je peux te donner dans l'immobilier, il est valable aujourd'hui, il était valable hier, il sera encore valable demain, c'est qu'il faut toujours acheter en dessous du marché. C'est-à-dire que moi, pour 3400 € le mètre carré, j'ai eu 3 fois plus de terrain que la moyenne, j'ai eu une piscine naturelle qu'on voit un petit peu derrière, on ira y faire un tour peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai eu quelque chose qui est déjà paysager, qui est planté, j'ai une maison basse consommation, enfin, voilà, j'ai plein de choses en fait qui font que bah, au final la maison je la paye au prix de monsieur et madame tout le monde, sauf que c'est une maison qui est extrêmement bien aménagé, bien pensé, qui a plus de terrain. Donc je l'ai payé beaucoup moins cher en fait que le prix du marché parce que bah effectivement c'est une maison qui est un petit peu, enfin, c'est pas luxueux mais bon voilà c'est une belle maison en fonction de, bah, voilà, de mes revenus aussi qui sont issus de mes garages, et sans l'investissement dans les garages j'aurais jamais pu accéder à une résidence principale de ce type là. Dans la partie éco-anxiété dont je te parlais, le choix de la résidence principale, effectivement, ça a été beaucoup guidé par l'éco-anxiété et la peur du changement climatique. Parce que bah, si j'ai pris une maison qui requiert peu de chauffage l'hiver et qui est bien isolée l'été, bah, c'est que voilà, je veux être tranquille au niveau du dérèglement climatique. J'ai fait aussi en sorte de choisir une maison qui respecte la vie, d'accord? Donc il y a de la biodiversité chez moi. Là, on les entend pas, mais j'ai une vingtaine de grenouilles sur le terrain. Je croise régulièrement voilà, des crapauds, des serpents de type couleur.
couleuvres, il y a beaucoup d'insectes. Là, il me gratte les pieds, donc quand tu me vois faire comme ça, c'est qu'en fait, il y a des petites bêtes qui viennent me chatouiller. Bref, en fait, il y a de la vie, il y a beaucoup d'oiseaux. On a eu des bébés moineaux, des bébés mésanges. On voit des oiseaux de couleurs juste magnifiques que j'avais jamais vu avant. Donc, bref, beaucoup de fleurs aussi, donc beaucoup d'abeilles. Enfin voilà, il y a une vraie vie en fait dans cette maison. Et ça a en partie guidé en choix, on va dire, la partie investissement immobilier. Donc dans la partie immobilier, au niveau de la résidence principale, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même relativement coûteux en frais. C'est-à-dire que tu ne peux pas déduire tes frais d'emprunt, tu ne peux pas déduire tes frais de notaire, tout ce que tu dépenses, voilà, c'est non déductible. Alors certes, derrière, tu as l'exonération de la plus-value, mais bon, quand on rentre dans un marché qui est plutôt tendance à baisser en prix, l'exonération de la plus-value, quand tu fais une moins-value, tu n'en as strictement rien à faire. Donc moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'avoir de la sécurité, d'avoir quelque chose où on se sente bien, où on se fait plaisir, parce que effectivement, la piscine, moi j'en voulais pas de piscine, mais c'est une piscine qui est sans produits chimiques, donc qui respecte la vie. C'est pour ça qu'il y a des tritons, il y a plein de petites bestioles avec lesquelles on se baigne, c'est assez sympathique. Je pars moins en vacances parce que forcément je reste à la maison, je suis bien, j'ai mon potager, j'ai mes arbres fruitiers. Enfin, bref, il y a la piscine, on se fait plein d'amis dans le coin aussi, qu'on peut inviter pour se baigner quand il faut. Enfin, bref, c'est un choix qui a été guidé par l'éco-anxiété, mais que je ne regrette pas parce que effectivement ça va pour moi dans le bon sens. En termes d'autres investissements qui ont été guidés par l'éco-anxiété, et je me rends compte que il y a on va dire des contreparties que je n'avais pas forcément envisagées, c'est que j'ai investi dans des terrains. J'ai investi dans un terrain de 400 mètres carrés qui est à 20 minutes d'ici. Je l'ai acheté avant de savoir que j'allais acheter ici. Ici, j'ai un grand terrain, quand même 1700 mètres carrés. Donc j'ai acheté 400 mètres là-bas à 20 minutes où j'ai planté en fait des arbres fruitiers. Donc là, cette année, j'ai eu les premières récoltes parce qu'il y avait déjà des choses sur le terrain comme de la vigne, des pêchers. Donc je suis revenu avec des seaux entiers, donc plusieurs dizaines de kilos de fruits. Donc ça vaut plusieurs dizaines, peut-être centaines d'euros, puisque voilà, le prix du raisin ou de la pêche, c'est quand même relativement cher. Et donc dans mon plan anti-inflation, il y avait voilà, le côté terre agricole, terrain, parce que effectivement, aujourd'hui, faire son potager, faire pousser des arbres fruitiers, en fait, tu te rends compte qu'en termes de rendement, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'un arbre qui coûte 15 euros, il va facilement te rapporter plusieurs dizaines d'euros de kilos de fruits tous les ans, d'accord? Et c'est net d'impôts. Donc c'est vraiment assez extraordinaire, et donc c'est pour ça que dans la partie basse, j'irai peut-être tourner un petit peu, il y a tout un verger et ça nous a nourri en fruits tout l'été. D'accord, donc ça aussi dans le plan anti-inflation, ce que j'ai mesuré là à la rentrée, c'est que nous, la part de la nourriture, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que, pour te donner une idée, on dépense 750 euros de nourriture par mois. Donc dans un budget, on est 4, et ça c'est sans compter la cantine. Donc si tu rajoutes les mois où il y a de l'école, on est plutôt autour de 900 avec la cantine. Mais je compte pas la cantine parce que la cantine, au final, je peux pas aller chercher les enfants le midi, c'est pas possible. Donc bref, cette côté terrain m'a mené aussi à acheter un terrain qui est vraiment à 5 minutes de chez moi, qui est beaucoup plus grand, qui faisait 1500 mètres carrés, et en fait les enfants n'aiment pas y aller, et je me suis retrouvé en fait à aller devoir passer la tondeuse, etc. En fait c'est beaucoup trop grand, et donc du coup je vais sans doute faire un achat-revente, parce que cet achat-là, je pense qu'il a été beaucoup trop guidé par mon éco-anxiété, et que avoir un grand terrain autour de la maison, plus les 400 mètres carrés à 20 minutes, ça me suffit amplement, parce que qui dit nature dit du temps pour s'en occuper. D'accord, c'est pour ça que effectivement c'est beaucoup plus pratique de s'occuper de son jardin quand on est à la maison, parce qu'on a juste enfilé des paires de chaussettes où on y va pieds nus, on prend les outils et puis on peut aller s'occuper de son jardin. Quand il y a de la distance, de la voiture, forcément c'est beaucoup plus compliqué d'aller s'en occuper. Je m'étais penché aussi sur les terres agricoles. Le problème des terres agricoles, c'est que grosso modo, c'est très peu rentable, c'est-à-dire que tu vas louer à peu près 1% de l'investissement. Donc grosso modo, ça ne va pas te rapporter grand-chose. Il faut vraiment que tu aies du cash à placer, parce qu'à crédit, ça ne va jamais être financé. Et je suis assez sceptique parce que avec les dérèglements climatiques, etc., la perte de fertilité des sols, acheter de la terre agricole, il faut vraiment s'y connaître, voir l'état dans lequel elle est, parce que je pense qu'il y aura des surprises. Et mon plan, c'est plutôt de faire de la fertilité à la maison plutôt que de le faire loin de chez moi et de le confier à un agriculteur avec lequel je serai ou je ne serai pas forcément d'accord. Alors, si on en vient sur l'immobilier, je suis désolé, je prends mes notes parce que forcément c'est quand même quelque chose qui est, voilà, c'est quand même une vidéo assez longue. Au niveau de l'investissement locatif, donc on a vu la résidence principale, c'est important. Par contre, ça bloque derrière au niveau des emprunts.
D'accord, c'est pour ça que moi j'ai commencé d'abord par faire de l'investissement locatif. J'ai levé autant de crédits possible, j'ai généré des revenus, ce qui m'a permis d'acheter une plus grande, une plus belle maison parce que j'avais les revenus avant. J'aurais fait l'inverse, j'aurais jamais acheté 250 garages et plus parce que ça n'aurait pas été possible si j'avais acheté d'abord la maison. Donc du coup l'idée, et ce que je te conseille, c'est de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire de ne pas acheter la résidence principale, d'attendre 2 ans d'été pour pouvoir retourner voir le banquier et investir dans l'immobilier, c'est d'abord de commencer par l'immobilier. Après, si tu as déjà acheté ta résidence principale, il faut faire avec. Okay, mais dans ce cas-là, pourquoi pas l'immobilier, mais tu vas peut-être être limité en crédit, mais de toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne en 2023. C'est très compliqué en ce moment d'avoir des crédits, on y reviendra dans une prochaine vidéo. L'avantage d'investir dans l'immobilier, on peut faire plein de choses. Il y a plein de secteurs dans l'immobilier où on peut aller. Moi personnellement j'ai choisi les garages et je te raconterai pourquoi, mais on peut aller sur les appartements, les maisons. J'y suis allé aussi, j'ai acheté un immeuble de 4 appartements. J'ai été locataire aussi d'une maison à Angers. J'ai été locataire de plein de logements dans ma vie et ça s'est rarement bien passé. Il y avait toujours, lors de l'état des lieux, des soucis avec le propriétaire parce qu'on n'était pas d'accord sur comment on se répartissait les frais. Et puis une fois sur deux, je me faisais piquer la caution, le dépôt de garantie, alors que je suis plutôt quelqu'un de soigneux et je ne rendais pas les apparts dévastés. Mais ça fait partie du lot en fait entre les propriétaires et les locataires. Comme les propriétaires de maisons et d'appartements ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils essayent de se rattraper et puis de faire passer le maximum de frais sur le locataire, notamment quand ils s'en vont. C'est pas toujours honnête, mais malgré tout, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je n'y retournerai pas dans l'immobilier d'habitation. J'ai vendu mon immeuble, j'ai perdu 20 000 euros. J'ai fait une moins-value de 20 000 euros en 3 ans sur un investissement de 170 000 euros parce que j'avais pas prévu les frais qu'il fallait pour les trucs qui tombent en panne. Parce que quand en fait tu es dans un logement, tu peux pas laisser les trucs cassés, c'est pas possible parce que les gens ils te cassent les pieds. Donc quand il y a des coupures d'électricité, des chauffe-eau qui fuient, des infiltrations d'eau, quand il y a des douches qui fuient, des volets roulants qui sont cassés, des fenêtres qui ne ferment pas, des serrures qui sont cassées, tout ça en fait ça fait des frais. Donc j'étais obligé de payer ça, j'avais budgétisé je sais plus 1000 ou 1500 euros de frais par an, mais en fait c'est plutôt autour du double, donc j'étais loin du compte. Et en plus de ça, j'ai dû monter des cuisines, refaire des salles de bain, parce que sinon j'arrivais pas à louer en fait, j'avais mal analyser la demande locative par rapport à ce que les gens recherchaient et ce que moi j'allais proposer en termes de biens. Donc forcément j'avais une inadéquation et j'ai dû monter en gamme les logements par rapport aux locataires ce qu'ils recherchaient. Donc ça m'a coûté des frais et j'ai pas comme j'aimais pas spécialement la relation avec les locataires parce que j'aimais pas me faire appeler le vendredi soir quand tu as 3 locataires sur 4 qui t'appellent. Le premier tu décroches pas, le deuxième tu as des doutes et tu décroches quoi. Et le troisième ça finit de t'achever. D'accord, en l'occurrence ça c'était une coupure d'électricité, mais quand c'est des fuites d'eau c'est la même chose. D'accord, tu es obligé d'être présent et j'ai envie de te dire que plus tu investis loin des grandes villes sur des logements dégradés, plus tu vas avoir affaire à des gens qui sont dans des situations sociales précaires et compliquées et donc forcément tu vas devoir avoir des relations avec ces gens-là. Et moi je me suis retrouvé dans cette situation-là où j'aimais pas gérer en fait le profil de locataire que j'avais. Donc si c'était à refaire, je referai pas. Je pensais m'enrichir plus vite en diversifiant dans l'immobilier d'habitation. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été complètement l'inverse. Après, pas de jugement, si chez toi ça marche, il faut continuer ce qui marche, d'accord. On a tous des profils différents. Moi je suis quelqu'un, je suis assez feignant, j'aime bien être peinard, et donc c'est pour ça que j'ai choisi un investissement qui me ressemble, qui soit rentable, qui soit efficace, où j'ai pas trop de temps à y passer, où j'ai pas d'ennui. J'ai choisi quelque chose j'ai choisi les garages en fonction de ça. Mais bon, si tu veux faire de l'appartement, si tu veux faire de la maison, pourquoi pas. Par contre, il faut être conscient de ce qui est en train de se jouer sur ces marchés-là, d'accord. Il y a énormément d'investisseurs qui sont rentrés sur ce marché-là les années précédentes. Ça a participé à la hausse de prix avec la baisse des taux d'intérêt, mais c'est principalement à mon avis la baisse des taux d'intérêt qui a fait ça, mais bon, aussi une appétence pour l'immobilier. Là, on est sur un point haut, ça risque de baisser, donc attention, quand on rentre sur un marché baissier, il ne faut pas acheter au prix du marché, parce que ça risque de continuer à baisser, donc il faut déjà se prémunir et acheter un petit peu en dessous, donc toujours négocier. Il faut prendre en compte tous les risques, d'accord, et ça c'est un bon moyen de négocier, c'est-à-dire que voilà, si le logement avec les normes thermiques par exemple il est noté G ou E, on va le négocier quoi, parce que aujourd'hui les vendeurs ils entendent ça, ils peuvent dire non moi écoutez votre logement c'est une passoire thermique, je vais pas pouvoir le louer, donc il faut que je fasse des travaux, les travaux c'est tant et les matières premières augmentent, etc. Donc il faut que je prévoie un petit peu de marge et donc forcément votre bien je le valorise à temps, d'accord, ça peut ça fait se faire. C'est beaucoup plus facile quand on est solvable et qu'on peut obtenir du crédit évidemment.
Dans l'immobilier d'habitation, il y a aussi des contraintes réglementaires, on est très scruté. Tout ce qui est Airbnb, les locations courte durée, ça prend un petit peu de plomb dans l'aile. On a vu qu'il y avait un rabotage de la niche fiscale sur le meublé. On a vu des interdictions de louer dans des communes qui font la chasse à certains bailleurs de meublés courte durée. On peut se dire que sur les colocations, ça pourrait arriver aussi, qu'il faudrait faire attention. Bref, voilà, colocation meublée courte durée, moi ce sont les choses sur lesquelles je pourrais aller pour investir dans l'immobilier parce que ça fait partie des choses qui sont les plus rentables. Après, j'y vais pas parce que ça me semble, un, beaucoup plus risqué que les garages et deux, beaucoup plus chronophage. C'est-à-dire que j'ai pas envie de gérer de la complexité avec des locataires qui habitent dans des appartements ou des maisons, seuls ou en colocation, ou qui viennent sur des courtes durées parce que je sais que ça va demander énormément de temps. Et moi, du temps, c'est précieux, c'est beaucoup plus précieux que l'argent, à mon sens. Et donc, du coup, je fais attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que pour moi, il y a un meilleur ratio temps-revenu qui se trouve dans la niche des parkings et des garages. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Alors, en termes de risque juridique, je n'ai pas oublié le plafonnement des loyers. Il y a la loi pour la protection du pouvoir d'achat qui t'empêche de réaugmenter tes loyers de plus de 3,5% l'année dernière. Donc, quand l'inflation fait plus 7, plus 8, en fait, tu as perdu quoi. Tu as perdu 3,5. Donc, tu te retrouves en fait avec ton livret A. On te dit, voilà, ton immobilier, mon petit coco, tu ne peux pas l'augmenter plus que le taux du livret A. Ah, ça c'est quand même un peu dommage parce que on verra dans la prochaine vidéo, les garages, on n'est pas du tout sur l'indice de référence des loyers, on est sur l'indice du coût de la construction. Et là, il y a eu des revalos de 8% en un an. Donc, tu imagines que les locataires qui sont arrivés il y a 2 ans, il y en a certains, je les ai augmentés de 15%. D'accord, ils sont arrivés depuis 1 an et demi, c'était 11%. Donc on voit bien qu'il y a une tendance de marché, donc des prix immobiliers qui vont baisser, des loyers qui vont augmenter, un accès au crédit qui va être plus difficile. Donc dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. À mon avis, il va y avoir des vendeurs qui peuvent être obligés de revendre assez rapidement, de faire des moins-values. Il va falloir être patient, il va falloir être malin, mais il va y avoir des choses à faire puisque ne serait-ce qu'avec les augmentations de loyer, c'est plutôt, ça va être plutôt intéressant, je pense. En tout cas, voilà, quand on peut répercuter à plein l'inflation, comme dans les parkings et les garages, c'est extrêmement intéressant. Alors qu'est-ce que je voulais te dire? Donc les SCPI, on en a parlé, ça affiche Amundi moins 17, moins 14, moins 12. On n'a pas parlé des augmentations de prix des travaux, les relations avec les artisans, là je les fais venir à la maison. Je me retrouve à faire des travaux moi-même parce que les mecs te facturent des prix exorbitants. Il y en a pour 5% de matière, le reste c'est que de la main d'œuvre et en fait ils te facturent ça les yeux de la tête. Donc c'est aussi pour ça que j'ai moins posté sur internet parce qu'en fait les artisans, des fois j'arrivais pas à avoir les devis, il fallait que je les relance. Si je voulais faire une petite modif sur le devis, je reprenais 3 mois de délai dans la vue. Puis à un moment, moi je suis chez moi, quoi. Donc j'ai envie que les choses avancent, que les investissements que je fais à la maison, en fait, ils soient vite rentabilisés, quoi. Donc du coup, c'est compliqué les artisans aujourd'hui, ils ont beaucoup de boulot. Alors ça va peut-être se tarir un petit peu parce que on voit que les carnets de commandes dans le neuf se cassent la figure. Moi j'ai un client notamment sur Rennes qui construisait des maisons individuelles qui est en redressement judiciaire. On voit bien en Chine des promoteurs géants qui sont en faillite. Donc le neuf, ça a l'air compliqué. Sur Angers, il y a des projets qui sont mis en pause alors qu'on n'a jamais vu ça. Mais des promoteurs immobiliers, des gros, qui mettent en pause et qui investissent pas dans les logements. Forcément, s'ils trouvent personne à les vendre à la sortie, et ils n'ont aucun intérêt de les construire. En plus, avec les augmentations des normes de construction plus les prix des travaux, c'est compliqué, quoi. Donc les SCPI, juste un petit mot. Parce qu'il y a une classe d'actifs dans l'immobilier que j'aime bien aussi. Je n'ai pas été creusé beaucoup, mais en tout cas, je n'exclus pas un jour d'y aller. C'est tout ce qui est commerce et logement. Commerce et locaux industriels, pourquoi pas. Et notamment, les CPI là, qui se sont pris des moins 12, moins 14 et moins 17, elles sont basées sur ça. Elles ont investi dans des locaux, des entrepôts logistiques, des locaux dans des galeries marchandes, des choses comme ça, des bureaux. Donc tout ça, on voit quand même que c'est un petit peu risqué. Donc soit ça a été survalorisé, ou soit effectivement, il commence à avoir des loyers qui ne rentrent pas parce que les entreprises sont faillites. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement dépendant du cycle économique. Donc il faut vraiment faire attention. Et puis d'une manière générale, dans l'immobilier, quand
on a des locataires et qu'il y a beaucoup d'inflation, qu'il y a des gens qui se retrouvent à avoir du mal à aligner, à finir les fins de mois, et forcément il peut être tentant de ne pas payer son loyer, que ce soit le loyer du garage ou le loyer d'habitation ou le loyer de son entreprise. Et donc parce que ça représente quand même des charges qui sont impressionnantes, donc on peut aussi s'attendre à une hausse des impayés dans les années à venir, donc il faudra être très prudent. Voilà, donc on a fait le tour. Les terrains, j'en ai parlé, donc résidence principale, c'est très risqué. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, et c'est la prochaine vidéo, ça va être mon investissement préféré et le fruit de ma réflexion des dernières semaines en fait, et des derniers mois, c'est que dans quoi j'investis. Et en fait, pas de surprise, hein, j'ai toujours rien trouvé mieux que les garages, donc on va en reparler dans la prochaine vidéo. Moi ce que j'aimerais, c'est que voilà, si tu as aimé cette vidéo, que tu la partages, que tu mettes un petit pouce bleu, que si tu peux me dire toi quel est ton plan d'investissement, dans quoi tu crois dans les années à venir, à 5 ans, à 10 ans. Bref, si tu peux échanger par rapport à ce que je t'ai dit, si tu es d'accord, pas d'accord, voilà, on est là, c'est libre. J'ai pas la science infuse, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et puis voilà, de pouvoir échanger autour de ce plan d'investissement en attendant la prochaine vidéo qui parlera de pourquoi est-ce que je vais continuer à investir dans les parkings et les garages et pourquoi tu devrais faire autant.